La traduction, c'est de la transmission. C'est le moyen en fait de prendre quelque chose qui est déjà dans une culture destinée à certaines personnes et on va l'apporter dans sa propre culture pour la diffuser à d'autres personnes parce qu'on pense que c'est important. Donc pour moi c'est un métier qui est très important parce qu'on est là justement pour que les gens puissent se parler d'une culture à l'autre. Et que s'il n'y avait pas ça, les gens seraient refermés sur eux-mêmes, ils ne seraient pas dans cette curiosité, et là ce serait catastrophique. Pour moi, il n'y a rien de plus catastrophique que le repli identitaire. Et donc je pense qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe dans le monde, j'ai envie de dire, justement, il faut aller vers plus de diversité, plus de compréhension des autres cultures, et surtout établir des passerelles. C'est fondamental. C'est comme ça que les humains peuvent s'enrichir. C'est comme ça que l'humanité peut essayer d'avancer et ne pas se contenter de son minuscule précaré de ces 3 auteurs. En outre, quand on réfléchit à l'échelle mondiale, on se dit bon, la France c'est 65 millions d'habitants, le monde il y a 7 milliards, donc où sont les génies statistiquement? Ils sont peut-être pas en France. Je dis pas qu'il n'y ait pas de génie en France, hein, attention. Mais je pense qu'il y en a beaucoup ailleurs. Et le gros avantage de l'anglais, c'est que voilà, moi je peux m'ouvrir sur des littératures incroyables. Je peux faire des Irlandais, des Américains évidemment, mais aussi des Australiens. L'année dernière j'ai traduit une auteure indienne que j'adore. Là, une Nigériane. Bon, demain je ne sais pas ce que ça va être. Peut-être quelqu'un d'un pays auquel j'ai même pas encore pensé. Ça c'est génial quoi, d'être vraiment en contact avec le monde entier. Complètement, complètement. Pour moi, la traduction, c'est pas seulement de la littérature, c'est pas l'art pour l'art, c'est aussi la diffusion voilà, de toute la richesse humaine, d'une culture à l'autre, de manière transversale. C'est de la communication, c'est du partage, c'est de la générosité. Je crois qu'il n'y a pas... pour moi, c'est très important que les gens communiquent entre eux. Et c'est pour ça justement que, tu vois, il y a des auteurs et des livres qui me tiennent particulièrement à cœur, dont mon auteure indienne, dont le livre paraîtra en fin d'année chez Plomb, est une femme, une très jeune femme, elle a à peine 30 ans, qui est formidable. Je pense que ça va être une future grande voix justement de la littérature écrite en anglais, mais par des auteurs indiens. Et elle a vraiment des choses hyper intéressantes à dire parce qu'elle est aussi très engagée. Et il ne faut jamais oublier une chose, c'est que la fiction permet de répandre des notions et des idées auxquelles les gens n'auraient pas accès autrement. Elle prend l'histoire d'une jeune femme lesbienne. Au départ, il y a des gens qui ne s'intéressent pas forcément à la condition des homosexuels dans le monde. On se dit, tiens, ce roman-là, paraît-il, est très bien, on le lit, on découvre. Ou quand tu parlais, l'exemple de Julio Tsuka est un excellent exemple. Parce qu'au départ, il y avait très très peu de gens qui savaient qu'au début du XXe siècle, on avait appâté des jeunes femmes japonaises pour qu'elles viennent épouser des messieurs qui n'avaient pas le droit de se marier en fait à des Américaines. La loi le leur interdisait. Donc ils étaient obligés d'importer des femmes, ce qui est terrible. Et donc ça a résulté en une misère pour ces jeunes femmes qui s'étaient fait souvent avoir par des bonimenteurs. Ça a donné quelque chose d'épouvantable. Et c'est une histoire universelle. C'est une histoire que personne ne connaissait. Et à mon avis, c'est quand même une histoire universelle parce que ça a dû se produire dans des tas d'autres cas. La traduction permet vraiment une ouverture d'esprit au monde et aux cultures, aux gens. Et je crois que c'est quelque chose qui aujourd'hui plus que jamais est capital, quoi. En fait, au départ, moi ce qui m'intéressait c'était l'écriture. Et l'écriture, évidemment, c'est quelque chose qui est difficile. Il est difficile d'en vivre quand on écrit des romans. Je veux dire, très très peu d'auteurs réussissent à en vivre. Donc j'ai essayé de voir quelles possibilités j'avais par ailleurs professionnellement. Alors j'avais pensé au journalisme, et puis bon, c'était pas
ça me correspondait pas. Et puis en fait, en faisant mes études, je suis arrivée un peu par hasard à la traduction parce que j'étais angliciste, j'avais fait des lettres et j'avais fait la fac d'anglais aussi en parallèle, j'avais fait des prépas avant. Et en fait, j'avais un prof de version en licence qui était très bien, je m'entendais bien avec lui, il m'a conseillé de faire une maîtrise en traduction avec Paul Ben-Simon à l'époque. Ensuite, Paul Ben-Simon m'a conseillé de faire le DESS de Charles V, donc de traduction littéraire. Voilà, donc en fait, ça s'est enchaîné de manière assez naturelle. Ce qui m'a, je pense, vraiment décidé, c'est que quand j'étais dans mon optique de faire du journalisme, donc j'étais au CELSA et j'avais fait un stage à la revue Europe. Et comme j'étais angliciste, on m'avait proposé de traduire des articles sur Samuel Beckett. Voilà. Donc j'ai commencé en fait à la revue Europe, vraiment, c'est ça qui a tout déclenché, qui m'a donné envie de le faire. En fait, le premier texte que j'ai traduit en fiction, c'était pour ma maîtrise, et c'était un inédit de Charles Dickens, qui s'appelait American Notes, qui a ensuite été publié très peu de temps après chez Phébus. Alors ça a été un peu le drame pour moi, parce que c'est un texte qui existait depuis 150 ans, qui n'avait jamais été traduit. Donc moi j'espérais bien pouvoir le traduire. Bon, en même temps, soyons clairs, j'avais pas le niveau, bien sûr. Mais bon, ça a été un drame de découvrir que Phébus l'avait sorti juste au moment où moi j'allais commencer ma carrière en fait, quoi. En fait, ce qui se passe, il y a deux choses parallèles. C'est que effectivement, plus on traduit, plus on sait ce qu'on aime traduire, bien sûr, mais en même temps, plus on traduit, plus on est connu dans le milieu de l'édition, et donc plus on te propose des choses intéressantes. Donc, j'ai envie de dire que le choix, il se fait presque tout seul, puisque, voilà, par exemple, on sait maintenant que je traduis pas mal d'irlandais, donc évidemment, ah bah tiens, on a pensé à vous, parce que vous êtes la traductrice de Joseph O'Connor, etc., etc. Donc ça se fait un peu naturellement, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, les textes qu'on me propose sont vraiment très intéressants, donc il y en a très peu que j'ai pas envie de traduire en fait. Alors le souci aussi, c'est que justement, comme on me propose beaucoup de choses, malheureusement je ne peux pas tout faire. Donc il y en a auxquels je suis obligée de renoncer. Alors je suis une équilibriste de l'emploi du temps pour réussir à caser tous les projets. Ah oui, j'adore ce texte. Ah oui, l'œuf de Lennon, c'est vraiment un texte jouissif, franchement. Moi j'ai adoré traduire ce texte-là, vraiment j'ai pris mon pied à le traduire, il n'y a pas d'autre mot. Et c'est vrai que c'est très poétique et moi j'adore ça. J'adore vraiment la poésie quand elle est mise au service d'une narration. J'ai un petit peu de mal avec la poésie toute seule et je ne m'aventurerai pas à traduire de la poésie, je trouve ça extrêmement complexe et j'ai beaucoup d'admiration pour Céline Leroy, pour ses mariés rebelles, parce que vraiment c'est magnifique ce qu'elle a fait. Mais moi j'ai besoin que ça soit peut-être plus effectivement ancré au sein d'un texte, que la poésie soit là pour porter quelque chose, qu'elle fasse partie d'un tout un petit peu plus grand. Et effectivement c'est quelque chose de très chouette à traduire. J'aime beaucoup ce côté lyrique, et justement Aurélie Roche, qui est la responsable des traductions pour le groupe Lipella, donc Phébus, Buchet-Chastel, c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, toi là où t'es la meilleure, c'est quand justement c'est des choses lyriques et tout ça, donc bon. Lyrique, et puis vraiment, enfin, ce travail entre prose et poésie, parce que c'est, enfin, moi je me suis vraiment posé la question face au texte en français. Enfin, j'ai évidemment pas lu en anglais, j'ai pas le niveau pour le lire directement en anglais, mais c'était frappant de voir à quel point tu rends des subtilités dont on se dit que dans la langue originale ça doit être un nœud. Enfin, c'est extrêmement technique d'aller vers ce texte en français, enfin, qui doit être à la fois proche de celui de l'auteur évidemment, et en même temps tenir en français. Oui, je crois que de toute façon, dans un texte, et ça c'est généralisable, la première chose, c'est réussir vraiment à s'immerger dedans pour trouver la voix de l'auteur. Et
j'ai envie de dire, quand on a réussi à trouver cette voie, le boulot, en gros, est fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté après, mais il faut vraiment voilà, essayer de se mettre à la place de l'auteur, de rentrer dans son univers imaginaire, dans sa manière d'écrire, dans son écriture vraiment, quoi. Et donc d'adopter ses tics de langue, sa syntaxe, tout ça. Et c'est à partir de là qu'on arrive vraiment à s'ouvrir. Et je sais que quand je me mets à traduire, par exemple, je ne suis pas en train de décortiquer les phrases, de les analyser. J'ai envie de dire, bon, ça peut paraître un peu prétentieux, mais ça coule tout seul. Et je me souviens, il y a bien longtemps, j'avais été écouter Jean Pavant à une conférence à la Sorbonne. Et je m'apprêtais à l'époque à traduire des textes de Henry James avec mon ami France Camus-Pichon. Et je lui ai demandé quelle est la plus grande difficulté quand on traduit James. Et alors il m'a fait une réponse qui m'a un peu déconcertée à l'époque. Il m'a dit mais il n'y a pas de difficulté, il suffit de le suivre pas à pas. Bon alors quand on entend ça sur le moment, on ne comprend pas forcément. Et en fait une fois qu'on a vraiment l'habitude de traduire, je pense qu'en fait c'est ça. Pas seulement pour Henry James, mais pour beaucoup d'auteurs. Pour les grands auteurs, je pense effectivement, il n'y a qu'à quelque part leur donner la main et puis ils vous emmènent comme ça, quoi, derrière eux. Et ce qui fait aussi la particularité de ton travail, enfin c'est le cas pour d'autres traducteurs, mais enfin ça m'a frappé en regardant un peu ce que tu avais pu traduire, c'est que évidemment tu suis des auteurs. Alors je pense à Joseph O'Connor bien entendu, mais aussi Lorin Groff qui est le deuxième texte qui est sorti là à la rentrée d'hiver, dont tu avais traduit les livres chez Plomb, c'est ça, oui, à Feu Croisé, tout à fait. Et donc elle est passée à l'Olivier, mais c'est toi qui as traduit également. Est-ce que, alors que tu as évidemment traduit d'autres textes entre deux, tu retrouves immédiatement justement cette voix dont tu parlais, ce rythme ou ce vocabulaire? Alors, ça dépend des auteurs, je pense. Parce que Lorin Groff, elle a beaucoup évolué entre le précédent, qui s'appelait Arcadia, qui est un texte magnifique, et Les Furies. Mais bon, Lorin Groff, elle a 38 ans, elle est en pleine ascension, si je puis dire, dans sa carrière. Donc je pense que d'un texte à l'autre, il se passe plusieurs années. Donc elle a le temps, son écriture a vraiment le temps de maturer. Néanmoins, je retrouve son univers, ça c'est très clair. Je sais que, par exemple, l'importance du conte dans son œuvre est quelque chose de fondamental. Il y a toujours cet aspect de conte dans ce qu'elle écrit, que ce soit des nouvelles ou des romans. Pour ce qui est de Joseph O'Connor, ce que tu disais est plus vrai parce qu'effectivement, bon, lui c'est un écrivain qui écrit depuis plus longtemps. Il en est à une quinzaine de livres à peu près, je pense. Et bon, il est arrivé, je ne vais pas dire à un palier, mais disons qu'il a vraiment trouvé son identité d'auteur et d'écrivain. Donc il a une écriture que je pense que j'arrive à peu près à reconnaître d'un livre sur l'autre, effectivement. Parfois je sais qu'il y a des mots, je sais qu'il va avoir une tendance à aimer tel mot et à le remettre, ou il y a des expressions. Ça m'est arrivé de retrouver des expressions, des morceaux de phrases d'un texte à un autre. Il y a vraiment une continuité entre les différents livres. Et de toute façon, oui, c'est pas grave qu'il soit passé un petit peu de temps entre deux livres. Bon, c'est pas 10 ans non plus, mais quand c'est 2-3 ans, on arrive bien à se reconnecter en fait au travail précédent. Le fait d'interpréter les auteurs, effectivement, c'est très stressant parce que c'est le contraire de mon métier habituel où j'ai tout mon temps pour peaufiner mes phrases, etc. Là, il faut être dans l'immédiateté, mais je pense que c'est bien parce que ça renforce le lien avec l'auteur. Il y a du coup une espèce de complicité qui vient se rajouter par rapport au reste, et je pense que ça peut, là pour le coup, nouer des liens qui permettent après plus de facilité de communication. Moi je pense que c'est très important de communiquer avec les auteurs. Je sais qu'il y a des gens qui ne le font pas du tout. Paraît-il qu'il y a des éditeurs que ça gêne que les traducteurs communiquent avec l'auteur. Pour moi c'est essentiel
Parce que l'auteur ne dit pas tout dans son livre. Il cache énormément de choses. Je me souviens que Hemingway, à propos des nouvelles, disait que 90% de ce qu'il savait, il ne le mettait pas dans son texte. Donc il parlait des nouvelles, hein, pas des romans. Mais bon, pour les romans, c'est la même chose. Et le fait de communiquer avec l'auteur, de discuter de quantité de choses, on approche plus sa vérité profonde, qui se retrouve bien évidemment dans son œuvre et dans son texte. Et en même temps, à l'occasion de ces séances d'interprétation, voilà, on a l'occasion des fois de rebondir sur des questions qu'on s'était soi-même posées. Et ça, c'est très intéressant à faire. Là, en plus, j'ai un exemple tout frais, si je puis dire, c'est qu'actuellement, je traduis une auteure nigériane qui s'appelle Chinelo Okparanta. Et donc son livre, évidemment, elle l'a écrit en anglais, puisque l'anglais est la langue officielle du Nigeria. Mais j'ai découvert que, donc, il y a cet anglais, il y a les langues ethniques, qui sont nombreuses, et il y a aussi le pidgin. Donc le pidgin, c'est ça, c'est un anglais, j'ai envie de dire un créole d'anglais en quelque sorte. Et régulièrement, il y avait des phrases en pidgin. Alors j'arrivais à comprendre, mais je me disais, comment je vais traduire ça? Donc on a eu tout un échange sur cette question-là, et elle m'a expliqué qu'en fait, le pidgin, c'est pas parlé forcément par les couches populaires qui seraient pas suffisamment éduquées. C'est en fait une langue qui a sa propre fonction. Par exemple, une personne qui est très éduquée, qui parle un anglais parfait, va au marché, elle va parler pidgin avec les commerçants. La même personne est chez elle, elle parle avec sa mère, et peut-être qu'à un moment elle va parler pidgin, parce que c'est une langue de la proximité. Alors à la fois la proximité au sein de la famille, et puis ça peut être la proximité, voilà, quand on va faire ses courses, des choses comme ça. Donc les gens peuvent parler un anglais parfaitement châtié, parfaitement universitaire, et de temps en temps ils vont passer à... Ils ont des outils linguistiques qui sont pas les mêmes que nous. Et alors ça, c'est un énorme problème, parce que moi j'ai qu'une langue française. Je ne vais pas traduire le pidgin par du créole, par exemple, ça serait absurde. Donc j'ai réfléchi, donc je me suis dit, je vais essayer d'employer une langue familière, argotique. Je ne suis pas satisfaite de ce choix, mais je n'en trouve pas d'autre. Et on est bien obligé de faire des choix, on ne peut pas laisser ça comme ça, évidemment. Je ne peux pas laisser en pidgin, qui serait de l'anglais que les gens ne comprendraient pas. Donc voilà, ça c'est l'exemple, et heureusement donc elle était là pour m'expliquer, parce que sinon, alors peut-être en cherchant sur internet j'aurais fini par trouver des réponses, mais c'est quand même tellement mieux d'avoir l'auteur qui est là pour te dire, voilà, en fait ça veut dire ça. Quand je commence le livre, alors d'abord bien sûr je l'ai lu, parce que je n'accepte jamais de traduire un texte si je ne l'ai pas lu. Ça c'est un présupposé. Et à partir du moment où je le commence, j'essaye. Alors parfois je fais des lectures préparatoires, par exemple pour Chinelo Okparanta, littérature nigériane, je n'y connaissais rien. Donc j'ai lu d'autres textes, j'ai lu des choses sur le Nigeria, sur la guerre du Biafra, pour me renseigner, pour m'immerger dans son univers. Ensuite je me mets à traduire, donc voilà, je commence page 1, et puis je fais, en général j'ai un nombre de pages plus ou moins, et en général ce que je fais c'est que je procède par chapitre, c'est quand j'ai terminé un chapitre je le relis. Voilà, et après donc je passe au suivant, et puis je relis, et en général je fais 2 relectures pendant la traduction qui me permettent vraiment d'évacuer beaucoup de choses. Et quand j'ai terminé tout, à ce moment-là, je refais une lecture tout à fait globale. Et donc après, bien sûr, il y a d'autres relectures qui sont faites dans la maison d'édition, et puis moi-même j'ai une ultime relecture sur épreuve, qui est absolument fondamentale, parce qu'il s'est passé plusieurs mois en général, et donc là j'ai un regard presque neuf sur le texte. Mais en général, moi quand je traduis, quand ça sort, quand ce que je tape sur mon clavier, je le change pas énormément. C'est déjà, entre guillemets, bon, pratiquement. Donc je change pas énormément de choses. Donc je vais pas faire
20 feuillets dans la journée, effectivement, et puis pour tout reprendre des tas de fois après, et tout bouleverser. Non, moi, c'est pas mon truc. Ça, en général, ça sort, et c'est à peu près dans la forme que ça va garder. Je fais jamais deux choses en même temps. Parce que justement j'ai besoin vraiment d'être dans mon texte, dans ma routine sur le texte, là vraiment pour le coup. Oui. Et d'être dans l'univers, de savoir que voilà, tel mot, je sais, par exemple chaque texte a ses particularismes au niveau du vocabulaire, et donc je sais qu'il y a tel type de vocabulaire dont je vais avoir besoin pour tel texte et pas tel autre, donc j'essaye de vraiment rester dans l'univers de mon auteur. Et donc, sur cette phase de relecture dont tu parlais, donc il y a ce dialogue qui se noue évidemment avec le directeur de collection en littérature étrangère. Est-ce que tu as un autre type de dialogue avec les maisons d'édition qui serait de suggérer aussi des textes parfois ou des auteurs que tu aurais pu découvrir? Alors ça, je l'ai fait au tout début parce que j'avais beaucoup de temps, puis je pouvais donc me permettre de faire un peu de recherche comme ça. Et alors maintenant, j'ai totalement abandonné parce que j'ai plus du tout le temps pour ça. Ce que je rêve de faire, c'est de traduire Carver, qui a évidemment été entièrement traduit. Mais voilà, et là aussi, je me dis, à l'âge que j'ai encore quelques décennies devant moi, donc avec un peu de chance, ça arrivera. Effectivement, parce que j'adore son univers, j'adore son écriture. Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout dans les trucs fleuris et lyriques, mais c'est un style que j'adore, quoi. Le dirty realism, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Il y a un autre auteur que j'aime beaucoup, qui a aussi son traducteur, qui s'appelle Eric Miles Williamson, qui a un style complètement différent. Alors là, ça part plutôt foutraque, ça part dans tous les sens, mais il y a une vibration, un rythme incroyable, je trouve, dans ce texte, et bon, c'est vrai que c'est assez formidable. Donc ça, c'est aussi un auteur que j'aimerais beaucoup traduire. Je crois que déjà, effectivement, il faudrait que systématiquement, quand on cite un auteur étranger, on cite aussi le nom du traducteur ou de la traductrice. Ça me paraît quelque chose de tout à fait essentiel. Après, effectivement, je pense qu'on est davantage mis en avant qu'autrefois, parce qu'effectivement, il y a tout le travail de l'ATLF, par exemple, l'Association des traducteurs littéraires de France, qui a fait beaucoup pour la reconnaissance, et puis voilà, il y a aussi des gens, des critiques comme toi, qui effectivement essayent de promouvoir les noms des traducteurs et des traductrices, parce que c'est vrai que sans nous, il n'y a pas de traduction, il n'y a pas de littérature étrangère traduite. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'une personne qui traduit, c'est comme une personne qui fait de la musique. Je prends un exemple. On prend un morceau, je sais pas moi, un morceau de Chopin ou de Liszt. Quelqu'un le joue au piano. On prend 3 personnes différentes, ça va donner 3 choses différentes. Il y en a qui ne sont pas très bons, qui vont faire des choses pas terribles. Il y en a qui sont extraordinaires. Donc ça va donner des choses extraordinaires. Et puis voilà, il y a tout le camailleux entre les deux. Et dans les gens extraordinaires, chacun va avoir sa sensibilité, sa façon d'interpréter le morceau. Bon, je pense que ça, les gens arrivent bien à l'entendre quand il s'agit de musique, ou des cantatrices, c'est pareil. Et là, je pense que les gens peuvent vraiment bien comprendre de quoi on parle. La traduction, c'est la même chose. On a notre partition, on se met devant notre clavier et on pianote. Et ce qui va sortir effectivement de notre esprit, c'est la manière dont on entend le texte. Je crois que là aussi, la musicalité du texte est quelque chose de très très important. Ce qu'on disait tout à l'heure à propos de la poétique du texte, voilà, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Et je pense qu'il y a des gens, effectivement, par exemple, qui peuvent parfaitement comprendre le texte en anglais, avoir une maîtrise parfaite du français, et qui ne sauront pas restituer la musicalité. Parce que c'est un travail de création. Et c'est ça qui est fondamental, justement. Oui, il y aurait une mesure effectivement pour la promotion des traducteurs, ce serait de mettre le nom sur la couverture.
ça me paraît quand même quelque chose d'assez évident. Alors certaines maisons le font, je sais que Phébus le fait maintenant, je crois qu'Actes Sud le fait aussi, les éditions Arléa également. Bon, mais il y en a encore, bon, je ne vais pas te citer tout le monde bien sûr, mais il y en a encore effectivement qui devraient peut-être y songer. Vous êtes quand même de très grands lecteurs aussi, c'est-à-dire que je ne sais pas si quelqu'un, à part l'auteur, et oui, avec l'éditeur peut-être, connaît mieux le texte que vous. Parce que vous avez vu sa machine intérieure, vous avez travaillé sur ses rouages, sur sa poétique, son écriture, l'effet aussi qu'il doit produire, le rythme, etc. Donc est-ce que tu as ce sentiment de connaître certains auteurs, ouais, vraiment de l'intérieur par la traduction? Est-ce que c'est une lecture très particulière? Ah, mais complètement. Traduire, effectivement, c'est vraiment rentrer dans l'intimité totale du texte. Effectivement, on est... ce que je disais tout à l'heure, il y a une osmose qui est obligée de se faire à un moment. Donc on connaît vraiment tous les processus d'écriture de notre auteur. D'ailleurs moi je dis toujours mes auteurs, tu vois, c'est une appropriation un peu excessive, mais néanmoins j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue et qui se passe. Et oui, on est la personne qui traduit et la personne qui a le mieux lu effectivement l'auteur. Et je pense qu'après, il n'y a personne qui puisse être aussi proche du texte, puisque on doit vraiment aller dans les tréfonds pour en ressortir quelque chose. On doit rentrer vraiment au fond et revenir et retranscrire autre chose, la même chose, mais dans une autre langue. Je suis prise à peu près sur 1 an. Voilà, donc j'ai plusieurs projets qui s'enchaînent les uns après les autres. Et là actuellement, donc voilà, je traduis cette auteure nigériane, Chinelo Okparanta, donc ça doit sortir normalement chez Belfond à la rentrée de septembre. Et c'est un livre qui me tient beaucoup à cœur parce que déjà c'est ma première auteure africaine, donc j'étais très contente de traduire quelqu'un qui venait d'une culture que je connaissais pas. Et puis en fait, elle a écrit ce texte parce que au Nigeria, en 2014, le président Jonathan Goodluck a décidé de criminaliser l'homosexualité. Voilà. Donc elle a voulu lutter contre les préjugés et puis montrer que les homosexuels sont juste des gens absolument comme les autres. Et pour essayer de montrer donc aux gens ce que c'était, elle a écrit un livre qui raconte l'histoire d'une jeune fille. Au début, ça se passe pendant la guerre du Biafra, elle est enfant, elle grandit, elle découvre qu'elle est lesbienne. Donc ça pose évidemment beaucoup de problèmes par rapport à la société où elle vit, et puis par rapport à elle aussi de s'accepter telle qu'elle est. Et Chinelo Okparanta, moi, je suis bluffée par sa capacité à démonter petit à petit tous les clichés, les uns après les autres. Elle s'y attaque d'une manière vraiment extraordinaire parce qu'elle utilise une langue très simple. Le style, alors là, pour le coup, il n'y a pas d'envolée lyrique, il n'y a pas de fioriture. C'est très terre à terre en quelque sorte, mais c'est d'une efficacité redoutable. Moi, j'adore, vraiment, je trouve ça, c'est formidable, c'est très très touchant. On entre complètement dans la vie de cette jeune femme, alors que pourtant, bon, c'est pas la même époque, c'est pas le même pays, c'est pas la même culture. Mais moi, j'ai l'impression de la connaître, cette fille, presque de vivre avec elle au jour le jour. C'est assez fascinant. Donc j'espère que c'est un livre qui va toucher beaucoup de monde, parce que c'est un livre important. C'est très important ce qui se passe autour du livre. Ce que je dis toujours, c'est que moi je suis une traductrice qui est engagée auprès de ses livres et de ses auteurs. Donc j'ai envie de dire, j'assure le service après-vente et je suis prête à aller défendre les livres, les auteurs n'importe où, de toutes les manières possibles, pour faire connaître le livre. C'est pas uniquement le fait qu'il faut qu'on fasse des ventes, il faut que les gens le lisent. Voilà. Moi, si je choisis de traduire un livre, c'est parce que j'y crois à ce livre. Donc j'ai envie que les gens le découvrent, l'aiment, de préférence évidemment. Ça me paraît fondamental. Et je pense que l'édition, c'est vraiment un travail d'équipe.
Alors effectivement, il y a une chaîne qui démarre de l'auteur qui va jusqu'au libraire et au bibliothécaire et ensuite au lecteur, mais on fait tous partie de la même équipe et on œuvre pour le bien de la littérature et des livres. On essaye de faire en sorte que chaque livre puisse trouver son public, parce qu'un livre qui n'est pas lu, c'est un livre qui n'existe pas.